Salut la compagnie. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un peu cliché de commencer les vidéos comme ça, mais j'ai pas trouvé mieux. Bon, donc toujours est-il que c'est sincère, hein, bien évidemment que j'espère que ça va, hein, parce que ça serait vraiment dommage que ça n'aille pas. Même si on traverse des hauts et des bas, tout à chacun. Donc c'est une vidéo, discussion, papotage, blabla, du verbe blablater, et bilan. Donc c'est parti, je me suis préparé ma petite tisane avec des fleurs de sureau que je suis allée cueillir cette année et que j'ai fait sécher et que j'ai mis dans des petits sachets. Voilà, avec une tasse, vive la Bretagne. Donc sur cette vidéo, donc c'est parti, je vais vous faire un bilan de cette année. Alors je vais commencer, je me suis fait mon pense-bête sur une vieille enveloppe déchirée, une enveloppe des impôts, que je les aime, que je les aime. Donc je vais commencer par les poules. Donc j'ai des poules. J'ai maintenant 2 coqs. Je n'avais pas prévu d'avoir 2 coqs puisqu'à l'origine, quand j'ai eu une couvaison cette année, il y avait 2 poussins. L'un des 2 est mort, l'autre a survécu. Et quand j'ai fait le sexage par rapport aux ailes, ça présageait que ça soit une femelle. Or, là où j'ai eu la loose, c'est que le sexage par elle, ça fonctionne quand on connaît la race et qu'on a des races bien définies. Sauf que moi, c'est un patchwork. Il y a un mélange de tout partout. Donc, quand la volaille s'est mise à grandir, je me suis aperçue que les lancettes du croupion étaient un peu grandes, que les plumes du derrière plus grandes et que cerise sur le gâteau, des ergots poussaient et un beau matin, il s'est mis à chanter. Voilà. Donc du coup, j'ai 2 coqs maintenant. J'ai eu des pertes aussi au niveau des poules. Alors j'ai eu 4 poules qui sont décédées. La première était Cacahuète. J'ai eu vraiment, je vais essayer de me retenir, de très très grosses émotions par rapport à ça. Je l'avais rentrée, je l'ai isolée, j'ai essayé une antibiothérapie, j'ai essayé les vermifuges, enfin nettoyer sans arrêt de tout partout, plus les vitamines, rien n'y a fait. Donc à ce moment-là, j'avais téléphoné à l'éleveur que j'avais eu parce que je soupçonnais la maladie de Varech par rapport à comment elle se tenait. Et lui m'avait dit qu'il avait vacciné ses poules, mais que, alors c'est ça c'est pas que c'est étrange, mais bon, qui m'a interpellée, c'est qu'il vaccine ses poules contre la maladie de Varech, et il m'expliquait tout du moins qu'arrivé à un moment, finalement l'immunité, enfin si je puis dire, baissait et que probablement elle avait peut-être développé cette maladie-là parce qu'elle avait été vaccinée en amont. C'est-à-dire qu'apparemment, d'après lui, hein, j'ai pas vérifié ni quoi que ce soit, c'est que comme il leur injecte ce virus-là, il reste, on va dire, toujours latent et qu'il y a un problème de défense immunitaire, eh bien, il pourrait ressortir. Donc, je n'ai pas vérifié ces dires concernant la latence du virus Varech. J'étais vraiment trop douloureuse psychologiquement pour faire ces recherches-là. Donc, Cacahuète est partie. Ces derniers instants ont été terribles puisque quand elle a rendu ses derniers souffles, il y a eu des soubresauts. Enfin bref, c'était difficile à voir. Pourtant, je suis habituée. Enfin, je suis habituée. J'aurais dû être habituée à la mort puisque j'ai exercé dans le domaine du soin et j'ai énormément vu de décès. C'est pas des décès animaux, ce sont des décès humains. Donc j'ai côtoyé beaucoup de décès.
mais je m'en suis jamais, on va dire, réellement mis une carapace par rapport à ça. Bon, bref, je ne m'y fais pas, voyez-vous. Donc ensuite, ce fut le tour de Châtaigne. Également, même profil, perte d'appétit. Parce que la poule, en fait, elle ne mangeait plus, elle ne voulait plus manger. Alors, on voyait qu'elle avait du mal à déglutir. Alors c'est pour ça qu'au démarrage, je pensais à des problèmes de vitamines, parce que certaines carences vitaminiques peuvent donner des symptômes neurologiques. Mais en fait, moi, elles ont tout un panel de vitamines que je leur donne. Donc c'est pour ça que je pensais que c'était viral. Mais quand c'est viral, ça peut faire beaucoup de dégâts dans le cheptel en fait, hein. Donc j'ai eu Châtaigne, j'ai eu Cookie et j'ai eu Attila. Mais pas tous dans le même mois, ça a été pratiquement presque une tous les mois et demi. Attila est décédé en juillet et donc ça a été du courant mars à juillet en fait. Donc ça s'est échelonné comme ça, sachant que Châtaigne. Sachant que Châtaigne, en fait, c'est... je n'ai pas voulu la voir souffrir à ses derniers instants comme les autres. Enfin, Attila, c'est celle qui est morte la dernière. Châtaigne, c'était la troisième. Et j'ai pas voulu, en fait, qu'elle subisse qu'elle subisse la même fin que les autres. Donc, du coup, j'ai pris sur moi. Et en fait, je l'ai euthanasié. Voilà, ça a été un geste très dur pour moi d'effectuer. Hein. J'ai crié, j'ai hurlé au moment de faire ce geste. Après, ça fait partie des apprentissages que moi je fais. Sachant que je suis issue d'une famille qui a élevé des animaux. Ma mère avait un corps de ferme et elle élevait les animaux. Donc on avait des poules, des coqs, des lapins, des canards, des pigeons. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? On a eu d'autres. Je crois qu'on avait des oies. Je crois qu'on avait dû en récupérer. Et aussi des dindons. Voilà. Et donc, en fait, assister à l'abattage des animaux, je l'ai déjà fait pour après pouvoir faire les pâtés et les transformations de nos propres animaux d'élevage. Mais je n'avais jamais eu, moi, le geste, vous voyez. Même au démarrage, ma mère, à l'époque, elle avait demandé à un petit papy, c'était notre voisin, de lui apprendre comment faire. Donc ses premiers animaux, ça a été dur à faire aussi. Et après, c'est tout le temps elle qui les faisait. Et là, pour le coup, moi, je n'avais jamais eu besoin de le faire. Je faisais juste les choses après. Et là, bah, cette année, j'avais le choix entre la laisser dépérir et finir, on va dire, comme avec des sortes de convulsions à la fin, puisque vraiment quand ça s'arrête, la poule se met... Il y a des soubresauts, enfin c'est vraiment pas joli à voir et à supporter psychologiquement, ou d'abréger l'agonie, puisque la période entre la vie et vraiment la mort, où il y a une période où c'est, on va dire, la maladie et que ça descend, on appelle ça l'agonie. Donc j'avais cette possibilité effectivement d'abréger l'agonie. Donc chose que j'ai mûri pendant quelques jours et je me suis décidée de le faire. Mes paroles là sont un peu
peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Ça a heurté la mienne. Et en fait, j'ai utilisé la technique du dislocage de cou. Sachant qu'elle n'en avait vraiment plus pour très longtemps puisqu'elle ne voulait plus boire, ne voulait plus manger, enfin bref, voilà, j'ai décidé d'écourter sa vie. Pour ce qui est de Châtaigne, juste avant elle, il y a eu Cookie qui est morte très rapidement aussi, de la même manière que Cacahuète. Et Attila sur juillet, pareil, je m'étais dit que j'allais pas la laisser agoniser. Et le soir, quand j'ai rentré les autres poules, elle, je l'avais mis dans une petite caisse à chat à l'extérieur pour qu'elle puisse continuer à voir l'herbe et tout ça. Enfin, voilà, qu'elle soit pas dénuée du contact avec ses congénères, mais qu'elle puisse quand même avoir, on va dire, une vision du plein air et pas isolée dans un petit endroit clos, fermé, sachant que je savais très bien qu'elle allait mourir, donc je l'avais mis dans cette caisse-là. Et sous ma petite cabane là qui tombe en lambeaux, comme ça, bah, elle pouvait encore voir ce qui se passait à l'extérieur pour avoir pseudoment une belle fin de vie. J'aime pas appeler ça une belle fin de vie parce qu'en fait, quand la vie se termine, je trouve pas ça tellement joli. Et le soir, quand je suis rentrée, quand j'ai rentré mes autres poules, elle était morte en fait. Donc j'ai pas eu à abréger sa fin de vie. Donc voilà pour ce qui concerne mes poules. Donc voilà ce passage douloureux psychologiquement de cette année. Voilà, c'est passé. Pour le bilan en fait des poules. J'ai pas commencé la vidéo sur un truc vraiment super joyeux. Hein. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à l'école, aux pingouins. Alors, cette année, mon fils avait demandé un redoublement. Il a les capacités cognitives pour passer en 6e hein, et les connaissances amplement. Sauf que lui ne se sentait pas prêt, mais pas prêt du tout. Très stressé par rapport à un nouvel environnement. Les personnes avec des TSA, dans une majeure partie du temps, ont des problèmes avec le changement. Donc là, c'est le cas. Donc on a décidé, sous la demande de mon fils, il a assez réfléchi pour choisir, pour avoir eu le choix de ça, de l'avoir gardé sur le CM2. Pour travailler en fait cette année, ça va être donc moi je continue à travailler à la maison avec lui, en partie aussi avec l'école, donc c'est toujours un mixte. Et en fait à l'école ils vont plus travailler ce qui est la mise en place du passage à la 6e, voyez-vous. Donc ils vont nous aider à l'accompagner sur un établissement on va dire classique de 6e et mettre les choses en place en fait avec le nouveau, enfin ça sera un nouveau directeur, ça sera de nouveaux professeurs, ça sera des changements de classe. Donc tout ça, on va travailler ça en début d'année. Donc justement avec le directeur, faire le point, faire qu'il y ait un PAI aussi, pour que quand il va rentrer, il ne se sente pas complètement perdu. Moi, de mon côté, je vais travailler aussi sur l'approche avec les autres élèves, sur les risques de harcèlement, puisque quand on est en situation de handicap, on
peut être la proie de profiteurs et de personnes malveillants. Et ça, moi, je mets un point d'honneur à surveiller ça. J'ai un très bon dialogue avec mon fils par rapport à toutes les choses qui peuvent arriver sans pour autant lui mettre la pression non plus et lui rajouter une source d'angoisse. Donc je lui ai toujours dit que ça soit n'importe quelle question, mais vraiment n'importe laquelle, n'importe quel souci, que j'étais disponible pour l'écouter et puis faire en sorte de l'aider. Et il sait très bien que il aura tout mon soutien sur vraiment tous les passages de sa vie jusqu'à temps que moi, je puisse, on va dire, plus l'aider. Donc, moi, mon rôle de ce côté-là au niveau de l'école, ça va être vraiment aussi d'essayer au maximum de surveiller les potentiels risques de harcèlement et de l'encourager à venir me parler par rapport à ça. Si jamais il est dans un contexte où les gens vont profiter de lui. Après, c'est des choses qui peuvent ne pas arriver, hein, mais je préfère quand même poser quelques petits jalons par rapport à ça. Ensuite, on a investi dans un ordinateur, c'est-à-dire que il continue à écrire à la maison. Je continue à lui faire cours aussi à la maison, lui faire aussi des séances d'écriture. Mais par contre, au niveau de l'écrit à l'école, il n'est pas assez rapide pour pouvoir avoir des prises de notes. Donc du coup, on a acheté un ordinateur. Donc ce sont de nos propres frais. Donc l'ordinateur nous a coûté 600 €. On a vu aussi avec les... C'est pas un enseignant. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il était? Oh, je sais plus. Enfin, c'est une personne en fait qui va mettre certains logiciels dans l'ordinateur pour aider notre fils à structurer son travail, puisqu'il n'y aura normalement plus de polycopier, moins de production écrite et tout sera mis sur le PC. Donc on a donné notre autorisation pour justement qu'il puisse mettre certains logiciels. Nous, on en a mis aussi via des sites spécialisés pour la mise en place justement de logiciels pour les personnes en situation de handicap, dont le TSA, le TDAH par exemple. Et j'ai eu un appel téléphonique de sa part qui me disait que pour l'instant, mon fils ne voulait pas qu'on change son image de fond d'écran. Donc, il a une image de fond d'écran qui lui plaît bien. Et en fait, la personne voulait subdiviser l'écran en 4 parties pour structurer son travail à l'école. Bon, mon fils n'a pas accepté ça. Je lui ai dit que mon fils, en fait, à la maison, on lui apprenait aussi le traitement de texte également, comment utiliser le clavier, comment utiliser la souris, comment accéder aux dossiers, classer ses dossiers, et que visiblement, il s'en sortait vraiment pas trop mal pour classer les dossiers. Donc, tant que mon fils arrive à être autonome à classer les dossiers, on voyait, enfin moi personnellement, je voyais pas trop l'intérêt que la personne veuille faire son propre classement à lui. Vous voyez, donc ça c'est à voir, on va en rediscuter. Au niveau des suivis également, il a toujours un suivi en psychomotricité, en suivi en ergonomie également. La personne de l'école a eu l'autorisation pour se mettre en relation avec l'ergo pour voir quel logiciel elle préconisait par rapport à mon fils. Donc voilà au niveau de l'école, donc c'est toujours instruction à l'école, instruction à la maison et toujours les suivis chez les spécialistes. Il a aussi des sessions de piscine. Donc ça s'est très bien passé. Dans la piscine en elle-même, ça s'est bien passé puisque c'est une piscine collective. Donc nous, on lui avait expliqué
comment ça se passait, mais on avait omis des détails et du coup, ça l'a mise en défaut. Il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ni de notre côté, ni de la part de l'école. Donc ça l'a beaucoup mis en défaut. C'est le fait que c'était des vestiaires avec tous les enfants et que il fallait qu'ils se dépêchent à se sécher, s'habiller. Sauf que c'est vrai que nous, à la maison, il a des gros problèmes au niveau de ça, de la gestion du temps, pour comment arriver à s'habiller, comment se sécher, etc. Donc c'est vrai qu'à la maison, il a plus de temps pour faire ça. Nous, on va dire que des fois, on le laisse sécher sous sa serviette. Mais du coup, arrivé là-bas, quand on sort de la piscine, ils sont timés, ils ont un certain laps de temps pour pouvoir se sécher, s'habiller. Et donc là, ça lui a mis un coup de pression. Et quand il est rentré, là, il m'en a parlé. Et du coup, il ne savait pas s'il voulait retourner à la piscine et tout. Donc, on a travaillé avec ça. On a voulu mettre en place une personne qui aille à la sortie de la piscine pour l'aider dans ce moment-là. Et la dernière fois qu'il y a été, la personne n'était pas là. Et au final, le fait d'avoir vécu cette première situation et qu'on lui a dit que lui expliquer la deuxième fois que ça allait se repasser pareil, comment ça allait se passer, etc. Ça a engendré moins de stress. Mais là, nous, on a été fautifs parce qu'on n'avait vraiment pas du tout pensé à la préparation de, de, de l'entrée et de la sortie de piscine. Donc ça, c'était une faute de notre part. Toujours est-il que là, les dernières séances se sont bien passées. Par rapport à ça, on avait voulu, il y a quelques temps, enfin ça remonte à quelques années quand même, vouloir lui offrir des séances de piscine privée pour apprendre à nager. Ça s'était très 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 mal passé. Ils étaient 5 enfants. Et à l'époque, il n'a pas supporté qu'il y ait 5 enfants, enfin 4 enfants en plus de lui. Ça a été infernal. Il avait été sur une séance et il n'a pas pu suivre les autres. C'était pas possible. Donc il y a eu quand même une évolution par rapport à ça. Voilà pour ce qui est de l'école. Au niveau santé, là je vais bifurquer sur moi. Donc je sais même pas par où commencer. Donc j'ai toujours le diabète, il n'est pas barré. Ça s'est déclenché pendant ma grossesse. Et j'avais déjà une fragilité de santé, mais ma grossesse m'a complètement achevée. Et suite à ça, j'avais été voir plusieurs personnes parce que après l'accouchement, je n'arrivais plus à manger, plus rien. Même plus boire, c'était vraiment compliqué. Mon médecin m'avait dit que c'était dans la tête. J'ai été voir d'autres personnes qui ont empiré, des naturopathes qui ont empiré ma situation. Bon, bref, toujours est-il que ça fera peut-être un sujet d'une autre vidéo beaucoup plus complète et complexe, on va dire. Donc, toujours est-il que là, j'ai toujours ça. Je suis sous insuline. J'ai une résistance aussi à l'insuline. J'ai des problèmes de stéatose hépatique. Ça c'est suite à la grossesse. Et d'énormes problèmes digestifs, mais vraiment énormes. Et donc cette année, c'était quoi, sur juillet? Ouais, je crois que c'était sur juillet. J'ai dû passer une fibroscopie. Alors, ça a été folklorique parce que quand on m'a dit que j'allais passer cet examen-là, j'ai appelé donc l'endroit c'était à l'hôpital de Reims. Au service, enfin le bâtiment Christian Cabrol.
Et donc, quand j'ai appelé pour savoir quand je passerai, parce qu'en fait, ils ne vous donnent pas la date quand vous allez passer, ils vous appellent la veille pour le lendemain. C'est vachement bien pour s'organiser en fait. Donc, j'avais eu leur téléphone pour ce qu'on appelle les programmations de bloc. Donc, j'avais réussi à avoir leur téléphone et la personne me dit qu'elle ne savait pas quand j'allais passer. Donc, je retéléphone à un autre endroit qui a marqué par rapport à ma problématique d'enfant TSA, qui avait demandé ce qu'on m'appelle un peu plus tôt pour pouvoir programmer. Et donc, elle avait demandé à ce que je passe aux alentours que je vous raconte pas de bêtises, de 9h30, parce que moi, le temps que mon fils aille à l'école et que je fasse le trajet pour aller là-bas, je ne pouvais pas y être avant 9h, 9h15 au niveau du parking. Je finis par avoir la date à laquelle j'allais passer, mais je n'avais pas l'heure. Les informations qu'on m'avait données sur un autre poste concernant l'heure, normalement, avaient été transmises aux commandes bloc. Et donc, quand j'ai retéléphoné, je me suis fait recevoir comme un jeu de quilles. La personne a été odieuse. Quand je lui demande si elle savait l'heure à laquelle j'allais passer, elle dit vous allez pas commencer à me gonfler. Vous passerez à l'heure que vous passerez, on vous appellera la veille. Je suis restée calme au téléphone, mais je vous avoue que je vais pas essayer de cribouiller, mais je vous avoue que la moutarde m'est montée au nez. Je ne demandais pas grand chose, je demandais juste un renseignement. Bon, bref. Donc, on a mis fin à la conversation et la veille, j'ai attendu qu'on m'appelle. Et quand je dis que j'ai attendu qu'on m'appelle pour avoir l'heure pour le lendemain, eh ben à 20h, toujours pas d'appel pour me dire à quelle heure que je passais. Ni d'appel téléphonique, ni de mail, rien. Mais je dis, mais c'est quand même bizarre, quoi. Donc, évidemment, à 20h, il n'y a plus personne dans les services. Donc, je ne savais pas le lendemain à quelle heure je passais. Voilà. Donc, je me suis pointée, il était quelle heure il était 9h quand je suis arrivée sur le CHU. Le temps que j'aille à Cabrol, enfin que je me gare, que je monte à Cabrol, ben, quand je suis arrivée dans le service, figurez-vous que j'aurais dû déjà passer à 9h. Et là, la femme elle me dit, au bloc, vous deviez passer à 9h et tout. Ben, je dis, mais madame, moi j'ai attendu jusque 20h qu'on m'appelle hier soir. Et là, on vérifie mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone était bon. On dit, je comprends pas, je vous ai appelé 4 fois. Apparemment, ils ont appelé 4 fois. Sauf que moi, je n'ai aucune... sur mon téléphone, j'ai eu aucun appel de visible, ni d'enregistré, et aucun message. À ce jour-là, on est au mois de... On est au mois de décembre. J'ai toujours rien sur ma messagerie vocale. Alors que les téléphones étaient bons. Alors, je ne comprends pas si c'est où est passé le numéro de téléphone ou l'appel a dû se perdre dans les ondes. Toujours est-il que, moi, quand je me suis pointée au bloc, enfin pas au bloc parce que le bloc c'est en dessous, mais quand je me suis pointée là-bas, mon heure de passage était déjà passée, alors que je n'avais pas eu d'appel. Donc, je ne vais pas dire, ils n'ont pas appelé, ils ont oublié, ni quoi que ce soit. Les erreurs, ça peut arriver, les erreurs technologiques et tout. Mais bon, toujours est-il que ça, c'était la grosse loose. La petite pépite du mois de juillet. Voilà, donc finalement, ils ont été se renseigner au bloc pour savoir si je pouvais être intercalée entre deux.
Donc, chose qui a pu être fait. Et entre-temps, donc, ben, moi, j'angoissais et je pleurais. Mais déjà parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs. Moi, j'étais dans les soins. Donc, le fait de recôtoyer des personnes qui sont dans le soin, sachant ce qu'elles m'ont fait, ça a fait ressurgir du malaise, hein, clairement. Et le fait de devoir être endormi, etc., donc ressources d'angoisse, de revoir du monde, ressources d'angoisse, enfin bref, je pleurais. Mais je pleurais pas en poussant des cris, vous voyez, ah, j'étais pas hystérique, j'avais juste les larmes qui coulaient parce que le débordement d'émotions, en fait, quand j'en ai trop et que j'arrive pas à gérer les émotions, ça fait partie aussi des troubles TSA. Bah je pleure, voilà, il faut me laisser pleurer et puis c'est tout. Et là, bon, c'est tout, je pleure, hein, je laisse couler mes larmes. Et une aide-soignante qui arrive, elle pensait bien faire, hein. Mais alors pitié, s'il y a des aides-soignantes qui sont là, qui regardent cette vidéo, ne faites pas ça. Ne faites pas ça aussi bien pour une personne neurotypique qu'une personne neuroatypique. Elle était là. Mais vous savez, on ne peut pas vous obliger, hein. C'est vous qui choisissez. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais ça, on le sait de base. Vous le dites une fois, ok. Mais elle insistait toutes les 2 minutes et hyper proche de moi. Mais toute proche. Alors, pensez bien qu'une personne sur le profil du TSA, qui n'aime pas trop le contact, qui tolère des gens dans son environnement, qui doit prendre sur soi pour gérer ses émotions, et qu'une personne arrive et qu'elle commence à vous toucher les bras en disant « Mais c'est vous qui choisissez, hein, c'est pas nous, hein, c'est vous qui choisissez, c'est pas vous. Hein. Enfin, c'est vous qui choisissez, c'est pas nous. » XXX de fois qu'elle me l'a répété. Arrivé un moment, arrêtez de dire ça aux gens et aux patients. Vous leur dites une fois, mais ne continuez pas sur votre lancée. Vous allez majorer l'état d'anxiété dans lequel les personnes sont. Si encore en plus vous les tripotez, les gens n'aiment pas forcément être tripotés. Alors, un petit conseil, ok, dites-leur si vous voulez, effectivement, vous avez le choix de passer là, on ne vous oblige à rien. Dites-le une fois. Dites-leur que essayez de les rassurer plutôt que d'en rajouter. Parce que moi, elle n'arrêtait pas. Elle n'arrêtait pas. Arrivé un moment, je lui ai dit. Parce qu'en plus, elle était là. Mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors que vous êtes debout. Vous versez juste des larmes comme ça. Vous ne bougez pas, vous ne criez pas, vous ne hurlez pas. Vous n'êtes pas dans une phase hystérie. Et là, elle vous tient. Mais calmez-vous, mais calmez-vous. Mais arrêtez. Les personnes ne sont pas hystériques. Elles ont juste besoin de sortir leurs émotions, de pleurer pour le cas. Moi, pour mon cas, moi, c'était de pleurer. Il n'y a rien de violent dans le fait de pleurer. Mais arrêtez de leur dire de se calmer. Vous croyez que des émotions comme ça, elles peuvent être facilement gérables, d'autant plus pour des personnes qui sont TSA. Pareil, quand il y a des personnes qui sont un peu plus virulentes, mais leur fait de leur dire « Calmez-vous, calmez-vous », mais vous allez surexciter le truc. Dites-leur une fois, 2 fois, mais pas 10 fois d'affilée. Sérieux. Elles vont finir par descendre. Les émotions, ça peut, ça crée des choses dans le cerveau, et des fois, le cerveau, il n'est pas disponible pour entendre vos hurlements à côté. Pour ma part, comme je le dis, moi j'étais calme, je versais juste des larmes, c'est tout. Et l'aide-soignante, c'était elle qui était hystérique à côté, en train de me dire « Mais calmez-vous, mais calmez-vous, mais calmez-vous !» Arrivé un moment, je lui ai dit, j'ai pris sur moi, je lui ai dit déjà, vous me lâchez vous enlevez vos mains de sur moi et arrêtez de me dire de me calmer.
Je ne suis pas en pleine crise d'hystérie. Je fais juste que de pleurer. Laissez-moi pleurer et laissez-moi décharger mon angoisse. Je dis ça va aller, j'ai juste besoin de sortir tout ça. Je dis non seulement en plus la veille, j'ai pas reçu d'appel, j'avais pas d'heure, j'arrive ici, c'est pas de gaieté de cœur que j'arrive là, je dois prendre sur moi. J'ai en plus géré mes émotions sur un profil TSA, c'est compliqué. J'y vous me touchez, à la limite vous m'interdisez presque de pleurer. J'ai moi ça fait un peu beaucoup là, juste laissez-moi. Puis vous me dites calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous sans cesse. Mais c'est pas c'est pas la bonne attitude. Vous voyez. Après je peux comprendre qu'elle pensait bien faire, mais en fait elle a eu tout faux sur toute la ligne. Bon, bref, toujours est-il que je suis passée entre deux, si vous voulez, et que j'aurais dû rester plus longtemps après la fibro. Et tant que l'anesthésie ne fasse plus effet, il faut un certain laps de temps après le réveil, etc. Mais arrivé à un moment, je dis moi, je veux bien rester un petit moment, le temps de bien me réveiller, mais il faut que je sois rentrée pour telle heure. J'ai personne pour réceptionner mon enfant en fait. Donc c'est ça qu'en plus quand on a des handicaps, qu'on a des enfants en situation de handicap, qu'on n'a pas de réseau social au niveau de l'entourage pour pouvoir nous aider à côté quand on doit aller à tel ou tel endroit ou quand on doit récupérer les enfants, etc. C'est un peu plus compliqué que quand quelqu'un a des relations sociales, aussi bien famille, amis, voisins, etc. Donc voilà pour la petite aparté. J'ai quand même pu faire le truc. Il s'avère que au niveau de la paroi de l'estomac, j'ai une desquamation au niveau de la paroi de l'estomac. Ça, c'est le chirurgien qui me l'a dit. Et il m'a dit, on croirait un estomac d'une personne qui prend des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, alors que je ne prends 0 IPP. Donc ça empêche d'avoir de l'acidité gastrique dans l'estomac. Et j'ai une érosion de certaines parties de l'estomac. En moi-même, je me dis comment je peux avoir une érosion de la partie de l'estomac si finalement j'ai un estomac d'une personne qui prend des IPP, donc d'inhibiteur de sucre gastrique. Voyez-vous. Donc voilà, donc le chirurgien qui m'a fait l'endoscopie m'a fait ce rapport-là. Et quand je suis allée voir mon gastro, quand je suis arrivée, ils avaient changé mon gastro. Ils ne me l'avaient pas dit, quelques temps après. Et au final, c'était un professeur qui, lui, n'a pas du tout tenu le même discours. Et il dit, oh ben non, c'est rien, ce qu'il vous a dit, c'est rien, c'est jamais rien. Je dis, il faudrait peut-être accorder vos violons. Donc ça m'a pris la tête. Je dis, moi, j'ai tendance à plus croire le chirurgien qui a visité mon estomac par rapport à ce qu'il m'a dit. Et pas, vous me dites, finalement, il n'y a rien. C'est pas vrai ce que dit le chirurgien. Bref, ils n'étaient pas d'accord ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, toujours est-il que j'explique à ce nouveau gastro, ce professeur, un vieux de la vieille, je lui dis que dès que je mange un truc, quoi que je mange ou quoi que je boive, de toute manière, ça me brûle l'estomac. C'est comme si j'étais allergique à tout. Mais même là, ce que je bois là, ça me brûle. Et puis je dis du coup, j'ai beau manger peu, mais je continue à grossir quand même. Et là, il me regarde. Et il me dit, alors il a pesé ses mots, mais dans le fond, sa tournure de phrase voulait bien dire ce que ça veut dire. Que si j'étais grosse, c'est parce que je mangeais de trop.
Alors, certes, je cuisine, hein, je cuisine beaucoup pour mon compagnon, mais au niveau des quantités, ben, je mange pas et finalement si énorme que ça. Parce que je me suis dit dans ma tête, je me dis que je bouffe de trop en fait, et c'est pour ça que je grossis. Et quand je fais le tour de ce que je mange au niveau des quantités, bah franchement, je dis pas que je mange comme un Somalien, hein, loin de là, mais je ne mange pas tant que ça au niveau des assiettes. Vous voyez, parce qu'à chaque fois que je mange, ça me brûle l'estomac. Donc du coup, un petit conseil, c'est d'enregistrer, quand vous allez voir un spécialiste, enregistrer les conversations. Hein, parce que se dire que si vous êtes gros, c'est parce que vous mangez trop et que grosso modo, il y en a peut-être hein, qui mangent des quantités gargantuesques et ça leur pose de ces problèmes-là. Mais moi, je ne suis pas dans cette problématique de manger à outrance. Si je bouffais 10 kilos de pâtes par jour, bien évidemment que je me dirais oui. Mais là, moi, c'est plutôt le contraire. C'est que le peu que je mange, ben, ça me brûle l'estomac. Le peu que je bois, c'est pareil. Donc voilà, il avait presque à la limite un dégoût des personnes grosses. Vous voyez? Moi, c'est ce qu'il m'a semblé ressortir. Bon, après, comme il ne l'a pas dit ouvertement, c'est que des suppositions, vous voyez? Donc, résultat des courses. Il m'envoie voir un gastro sur Paris. Voilà, voilà. Donc, j'en saurai plus potentiellement l'année prochaine. Ensuite, là, la santé s'est passée, l'école s'est passée, le bilan pour les poupoules s'est passé. Et les looses de cette année, alors, ce sont des looses matérielles. Donc, ça a commencé par le micro-ondes qui nous a lâché. Alors, vous allez me dire, le micro-ondes, c'est pas forcément quelque chose d'utile. Je suis bien d'accord. Le micro-ondes, moi, je l'utilise pour stériliser mes pots, en fait, mes pots de confiture, tout ça, j'utilise ça. Je trouve que c'est plus rapide pour, on va dire, un peu aseptiser mes pots de confiture. Mais je les prends pas pour les gros pots, le parfait, vous voyez, c'est que vraiment les petits bocaux à vis, j'utilise le micro-ondes pour ça. Ensuite, puis deux, trois trucs, par exemple, si je veux faire chauffer, si je veux faire fondre le beurre, mais sinon, en règle générale, c'est vrai que le micro-ondes, c'est spécifiquement pour ces petites choses. Ensuite, nous avons la télévision. Alors, on la regarde très peu. Moi, la journée, je ne la regarde pas du tout. De toute façon, je n'ai pas le temps pour ça. Nous la regardons le soir, quand on veut se mettre un petit film ou quelque chose comme ça. On la regarde le soir. Et là, on était en train de visionner notre écran et d'un seul coup, ça fait un petit bruisseau et extinction. J'ai dit à mon compagnon, la télé est morte. Il m'a dit, comment ça? Bah, t'as bien vu, elle s'éteint. Puis en plus, elle a fait un petit bruit comme s'il y avait une implosion, en fait. Donc du coup, la machine est partie durant quelques mois. Ça n'a pas changé notre vie. On pourrait très bien s'en passer également. Elle était encore sous garantie. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc du coup, elle a été réparée. Et voilà, ça c'était la deuxième loose. La troisième loose, et non des moindres. Attendez, je bois un coup parce que ça va être froid. Je disais donc la troisième loose et non des moindres. Ah, c'est là, ça m'a fait vraiment le plus mal au ventre. Encore le micro-ondes de la télé, franchement, ça m'a gênée parce que c'était pas des dépenses auxquelles je m'attendais. Vous voyez, mais c'est pas des choses qu'on aurait pu racheter tout de suite dans l'immédiat. La télé, c'était sous garantie. Le micro-ondes, lui, il avait 20 ans. Donc, arrivé à un moment, je pense qu'il a dit stop. Mais j'aurais pu attendre, vous voyez.
La troisième grosse loose, comme je vous le disais, c'est le congélateur. Alors là, j'ai failli tout perdre, mais vraiment tout perdre. Un matin, je me suis levée et j'entendais l'alarme du congélo. Et quand j'ai ouvert, c'était encore surgelé tout ça, mais l'alarme sonnait depuis un bon moment. Je pense que ça a dû commencer à sonner la nuit. Et du coup, exit le congélo. On a regardé un peu pour voir un peu brancher, rebrancher, si les fils n'étaient pas dénudés, etc. Enfin bref, mais mort. Et c'est un congélateur à tiroir qu'on a. Et il a plus de 15 ans. On me dirait, il a fait sa vie, il a plus de 15 ans quand même. Mais bon, quand vous avez, ben, à ce moment-là, c'était plein. J'avais les récoltes d'haricots verts, les récoltes de tomates, les récoltes de bêtes sureau, le sanglier qui me prenait 2 tiroirs. Enfin bref, tout était plein en fait. Et là, je me suis dit merde. Oh pardon. Et là, je me suis dit comment je vais faire. Et par chance, je dis bien par chance, c'était au moment où j'allais récolter les fruits chez une connaissance. Et en contrepartie, j'en gardais une paire et j'en mettais chez elle dans sa cave. Et je lui avais nettoyé son congélateur. C'était pas un congélateur à tiroir, c'est un petit congélateur, enfin, ni petit, enfin un moyen congélateur rectangulaire. Par chance, c'est que j'ai pu prendre tout ce qu'il y avait dans mon congélo et le basculer chez elle. Donc cette fois-là, mon compagnon est venu avec moi parce que moi je ne pouvais pas porter les sacs, c'était trop lourd pour moi. Donc du coup, il est venu avec moi. On a tout déchargé de notre congélo, on l'a mis chez elle et on a été du coup racheter un congélateur pour pas encombrer trop longtemps le sien, sachant qu'il reste encore des légumes du potager qui sont encore dans son congélateur. Il faut que je fasse une checklist de ce que j'ai laissé et comme ça je vais lui en donner aussi en partie, puisque comme elle m'a proposé aussi de mettre une partie de ma récolte dans son congélo, donc je vais lui donner des légumes et puis en contrepartie de sa place un peu au congélateur. Donc du coup on a été en racheter un autre, voyez-vous. Donc on voulait le payer en 4 fois. Ouais, c'est ça. Non, ou en 3 fois. 3 fois ou 4 fois, je me rappelle plus. C'était à Boulanger. C'est ça. Et je sais pas trop le pourquoi du comment, mais en fait, la personne qui a pris la commande nous a dit qu'on ne pouvait pas payer en 3 fois ou 4 fois le congélateur. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus pourquoi en fait, mais ça m'avait interpellé pourquoi on pouvait pas le payer en plusieurs fois. Donc du coup, eh ben, on l'a lâché un gros morceau d'un seul coup. Ah, donc ça a fait beaucoup de mal au budget de sortir le prix d'un congélateur d'un seul coup. Donc voilà, et puis les dernières nouvelles, c'est ma voiture. Voilà. Donc je suppose que c'est la batterie qui commence à se décharger. J'ai voulu l'allumer et j'ai pas pu l'allumer. Il a fait froid. Ça fait un petit moment que la batterie est dessus. Et comme je fais que de rares trajets et de très courts trajets, la batterie en fait n'a pas le temps de se recharger, on va dire, convenablement.
Donc on l'a rechargé avec un petit boîtier qu'on branche sur le réseau électrique de la maison. Mais j'ai pas tenté de réallumer la voiture, voyez-vous. Là, je vais essayer d'y aller parce que j'ai des rendez-vous prochainement. Et je me dis, si j'arrive pas à rouler avec, ça serait vraiment dommage. Alors, j'ai quand même une angoisse, c'est de me dire, c'est que j'arrive à démarrer là, je vais à mon rendez-vous qui se trouve à Pétaouchnok et que j'arrive plus à démarrer de là-bas. Je me dis comment je vais faire. Surtout si après, il faut que je récupère le gamin. Donc, j'ai un peu d'angoisse par rapport à ça. Mais sinon, voilà. Donc, il y a des chances qu'il y ait un rachat de batterie. Alors, je ne sais pas combien ça peut valoir par rapport à mon modèle. Alors, je pense que potentiellement, ça va tabler dans les 200 euros, je pense, la batterie plus l'entretien de fin d'année. Donc là, le garage m'a fait un devis de 200. Je vais arrondir à 300 euros. C'est 200 et des brouettes, j'ai plus le truc en tête, mais 300 euros. Donc voilà, sur décembre, je sais que je vais avoir 500 euros pour la voiture. Voyez-vous. Et puis après, pour le potager, j'ai eu des courges butternut que j'ai récoltées sur le courant du mois de novembre. Je les ai rentrées dans mon tableau. Et là, ce qui me reste plus qu'à faire, c'est de faire le chiffrage de combien ça m'aurait coûté si j'avais tout acheté en supermarché. Sachant que je me suis basée sur les prix les plus hauts de ce que je pouvais trouver, puisque j'estime que le temps que je passe dedans à nettoyer, arroser, récolter, traiter, ça s'inclut dedans. Dans les supermarchés, quand on achète nos kilos de tomates, alors eux, ils ont un plus gros volume, donc ils peuvent négocier les prix, mais on paye la manutention qu'il y a. Donc je me suis basée vraiment sur les prix les plus hauts. Donc voilà, probablement je ferai peut-être une vidéo sur combien au final j'ai économisé, sachant que je disais donc par rapport au potager, sachant que par rapport, pardon, par rapport à la serre, j'ai pas déduit les achats de matériaux pour la construire, donc je peux pas réellement savoir le gain en fait, puisque mon compagnon, c'est lui qui a pris en charge tous les frais liés à la serre. Il n'a pas gardé ou n'a pas voulu me dire combien il avait dépensé. Donc je peux pas faire un prorata si vous voulez. Donc au final, ce que j'ai économisé là en légumes cette année, au niveau du prix, ça sera pas forcément juste. Ça serait juste s'il n'y avait pas eu la serre. Mais là, comme j'ai pas le montant des travaux, je peux pas enlever, vous voyez. Donc, il y aura le prix total de combien au final j'ai économisé ou j'ai gagné si j'avais dû acheter mes légumes dans le supermarché. La somme est vraiment haute, là pour le coup. Et elle est encore plus haute que l'année dernière. Et aussi par rapport à mes œufs que j'ai eu aussi, combien j'ai économisé par rapport à l'achat. Sachant que les œufs, pareil, je me suis basée sur du prix à l'unité d'un bio élevé en plein air, puisque moi, c'est ce que j'ai. Mes poules sont 100% élevées en plein air du 1er janvier au 31 décembre. Donc, et on va dire en naturel, parce que le terme bio, pour moi, ça n'a pas réellement de sens, même dans le maraîchage ou l'agriculture.
quand on importe des choses en bio d'à droite à gauche et qu'au final les normes ne sont pas pareilles qu'en France, ou alors qu'on autorise certaines choses, je trouve ça plus logique d'appeler la culture ou maraîchage en naturel, si vous voulez. Après, il faut certains traitements. Si on peut l'avoir en naturel, c'est bien. Mais par contre, il y a des fois, bah, si on veut pas perdre les cultures, surtout à grande échelle, le fait de passer sur du chimique, du phytosanitaire, enfin, je sais pas trop lequel serait le mieux. Toujours est-il qu'on a tendance, on a appris en fait à faire de la culture comme ça avec des produits qui déciment tout. On n'a pas forcément appris la culture symbiotique. Donc du coup, il y aurait vraiment un énorme travail à refaire là-dessus. Bon, moi, je fais à ma petite échelle, hein, pour ma conso personnelle. Donc j'estime que effectivement, je cultive au naturel, hein, donc avec les purins d'ortie, purins de prêle, l'urine, le compostage. Donc voilà, et puis au niveau des traitements, cette année, il n'y a même pas eu de traitement de, comment ça s'appelle, de bouillie bordelaise. Il y en a eu zéro, donc ça c'est bien. Et non, j'ai pas eu besoin de pulvériser des traitements chimiques sur mes cultures. Donc je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai pu pulvériser. Mis à part les purins, c'est tout. J'ai rien mis d'autre. Sur mes badigeons d'arbres, cette année, j'ai fait avec de la chaux. Donc ça, j'ai acheté la chaux arboricole, toute prête, parce que j'avais perdu mon stock comment ça s'appelle, de cendres de l'année dernière. Il y a eu de la flotte qui est rentrée j'avais stocké ça dans ma cabane. Comme la cabane, il y a des trous partout et qu'elle en perdition, même que j'avais mis dans des sacs fermés. L'eau s'est infiltrée en fait dans le seau, il y en avait une quantité astronomique et toute ma cendre que j'utilise pour énormément de préparation, toute ma cendre en fait, j'ai dû la mettre dans un big bag avec des couches de terre de remblai pour pas la perdre. Et c'était pas de la cendre en poudre, c'était mélangé avec de l'eau, donc c'était vraiment pour pas perdre ça. Donc du coup, j'avais mis ça dans les big bags et j'avais planté des pommes de terre dedans et des courgettes en big bag. Donc voilà, donc cette année, là, je recommence à reprendre la cendre. Il va falloir que je la restocke, mais dans des seaux hermétiques individuels. Je sais pas si je vais stocker toute une saison. Quoique ça peut aller vite, parce qu'au final, une fois que j'ai fait mes savons ménagers, que je récolte la cendre pour laver la vaisselle, parce que là, on suffit juste mettre un petit peu d'eau, faire une pâte de cendre et on fait la vaisselle avec ça et ça marche du feu de Dieu. Ça peut aller très 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 vite. Et puis plus la lessive, évidemment. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour le bilan de cette année. L'année prochaine, si j'ai le courage, si j'ai la force, si Dieu le veut, je referai mon tableau Excel et je noterai aussi encore tout, donc les achats pour les poules, les potentiels achats pour le potager. Je pense pas en faire énormément parce que comme je récolte mes graines, au final j'ai pas mal de graines. Je voudrais juste, alors ça c'est une lubie, racheter quelques graines spécifiques que je n'ai pas pour augmenter la diversité de mes récoltes de graines d'une année à l'autre pour faire les roulements. Donc du maïs, des haricots kilométriques. Je voudrais bien la liane qui fait des fruits à odeur de chocolat. Quelques aménagements au niveau du potager,
ça, on verra bien au niveau des finances. Pour le potager clôturé, ça c'est bon, il n'y aura pas d'aménagement particulier. Après, pour les extérieurs, peut-être des bacs et peut-être des sortes de pergolas, où, vous voyez, pour faire grimper tout ce qui est haricots grimpants, par exemple. Ça, c'est à voir. Je dis ça, mais est-ce que ça sera faisable et au moment où j'ai le budget ou pas, l'achat de nouvelles poules, il faut que j'en rachète aussi. Ça aurait dû être fait cette année, mais avec tout ce qui est tombé là, au niveau électroménager, au niveau du matériel pour l'instruction de notre fils, au niveau de la voiture aussi, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que l'agrandissement du cheptel, euh, normalement, sera fait l'année prochaine si, je dis bien si, il n'y a pas de contretemps que je n'aurais pas prévu. J'ai aussi, alors normalement vous aurez, ça c'est la partie vidéo, normalement vous aurez, comme l'année dernière, une vidéo de remerciement, parce que je tiens à remercier toutes les personnes bien qui m'aident dans cette aventure. Donc, qui m'aident dans le fait de commenter, de mettre comment ça s'appelle, des petits pouces en l'air, voyez-vous. Donc, vous aurez normalement, j'espère de tout cœur, franchement, j'y tiens, vous aurez cette vidéo courant du mois de décembre. Une autre sur laquelle je travaille depuis un petit moment. J'ai mis longtemps à la faire. Tout ce qui est prise de vue, etc., texte et tout, plus le montage. Alors, ça va pas être une vidéo super longue, mais ça m'a demandé énormément d'efforts avant de la pondre et du temps. J'en reviens pas des fois quand quand je fais ce style de vidéo qui devrait sortir pour décembre, le nombre de temps que je peux passer dessus pour finalement un petit laps de temps de visionnage. Après, ça dépend vraiment des styles de vidéos. Vous voyez, il y en a sont plus travaillées, il y en a si c'est du papotage, ça va être plus vite si vous voulez. Il n'y aura qu'à visionner une fois et puis couper et puis poster, voilà. Mais ça dépend vraiment de chaque style de vidéo. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour ceux et celles... je vous remercie pour celles et ceux, parce que les ceux, vous êtes une minorité, à avoir suivi cette discussion du bilan de cette année. Je vous dis force et courage à vous tous, à vous toutes et à vous tous. Je fatigue. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye.